aujourd'hui, on a la chance de recevoir le docteur Tardif qui travaille avec nous. Elle a complété sa résidence en psychiatrie à l'Université de Montréal en 2020. Elle travaille comme psychiatre au service ambulatoire de santé mentale Papineau de Notre-Sius depuis septembre 2020. Elle s'est jointe à la clinique des premiers épisodes psychotiques de l'hôpital en santé mentale Albert Prévost en octobre 2021 et est en voie de compléter une maîtrise en sciences biomédicales, profil éthique clinique à l'Université de Montréal. Ses travaux sous la supervision de Dr Gupta portent sur les demandes d'aide médicale à mourir pour les personnes âgées atteintes de polypathologie et qui sont fatiguées de vivre. Et elle a un peu modifié le sujet de la présentation aujourd'hui qu'elle nous présente, qui va être, en fait, je vais la laisser le décrire, mais une partie un peu théorique, une partie de discussion sur le traitement contre le gré, la part de l'éthique à la prise de décision clinique. Et je lui cède donc la parole. Merci François pour l'introduction. J'apprécie beaucoup. Effectivement, j'ai décidé unilatéralement de modifier un petit peu le sujet de la présentation de ce midi, mais qui porte toujours en fait sur l'idée en fait de la coercition et de contraindre des personnes à recevoir des traitements. Je trouvais qu'avec tout ce qui se passe dans l'actualité, c'était pertinent en fait qu'on prenne le temps ensemble de réfléchir sur ce sujet-là ce midi. Donc, le titre de la présentation, c'est les traitements contre le gré, apport de l'éthique à la prise de décision clinique. Donc, on va voir ensemble comment, avec des repères éthiques, des grilles d'analyse, des théories, on peut enrichir notre réflexion et bonifier, en fait, nos prises en charge de nos patients en clinique. Donc, tout d'abord, pour commencer, je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer, sauf peut-être d'avoir l'agenda caché de vous intéresser à l'éthique clinique et de vous faire découvrir, en fait, ce champ-là. Je tiens à souligner que la présentation d'aujourd'hui ne sera pas sous forme d'une présentation magistrale. Hein, ce sera plutôt une discussion, en fait, sur le sujet des traitements contre le gré. J'espère que vous m'en voudrez pas. Donc, ce ne sera pas un cours d'éthique, bien qu'il y aura une partie théorique à la fin, mais je tenais à le souligner, en fait, dès le début, qu'il y aura une portion où on va vous demander de participer en fait à la discussion. Comme vous savez, la présentation de ce midi va être enregistrée pour être diffusée sur la chaîne YouTube de Psychopathe. Il y aura la possibilité de retirer en fait du vidéo la portion de discussion, comme ça tout le monde pourra se sentir bien libre en fait là, de partager ses réflexions sans censure. Et je tenais aussi avant de commencer à remercier Dr Mona Gupta, qui est psychiatre et docteur en philosophie qui travaille au CHUM, qui est ma directrice de maîtrise, et Dr Simon Giasson, qui est résident en psychiatrie, qui ont tous deux en fait bonifié de la présentation de ce midi. Alors, sans plus tarder, les objectifs de la présentation d'aujourd'hui, je les ai un petit peu divulgués. Donc, c'est simplement de susciter la réflexion et le dialogue via la présentation d'une vignette de cas complexe. Un autre objectif est de se familiariser avec quelques outils et théories éthiques qui sont pertinentes et finalement d'adopter une approche réflexive par rapport à sa propre pratique en clinique. La présentation d'aujourd'hui va se faire en 3 temps. Donc, dans un premier temps, je vais vous introduire brièvement c'est quoi l'éthique. Dans un deuxième temps, je vais vous présenter un cas clinique. On va faire une discussion en grand groupe. Et dans un troisième temps, il y aura une portion théorique qui pourra se raccourcir ou s'allonger en fonction du temps qui nous restera pour discuter là, donc des théories éthiques classiques, d'outils réflexifs et aussi pour vous présenter quelques théories critiques pour susciter votre réflexion. Donc, pour commencer, en fait, qu'est-ce que c'est que ça, l'éthique? L'éthique, c'est d'abord et avant tout une discipline de la philosophie qui s'intéresse aux jugements moraux. Il y a plein de définitions de l'éthique. Je vous épargne, en fait, je vous la fais en cours. Donc, l'éthique, c'est ça, c'est l'étude des jugements moraux. Et parmi cette grande sphère qu'est l'éthique, on retrouve la bioéthique, qui est un courant, en fait, qui a apparu au décours des années 60 et 70 avec le progrès technomédical dans les sciences de la santé. Dans les années 60-70, on a développé donc des technologies qui permettaient, par exemple, l'hémodialyse ou de garder des patients sous respirateur artificiel. Et avec l'émergence de ces techniques-là, sont arrivés différents questionnements. Qu'est-ce que la mort? Quand est-ce qu'on détermine qu'un patient peut être débranché de sa machine? Si on n'a pas accès à des chirurgiens pour faire des opérations pour permettre, en fait, des fistules artério-veineuses pour permettre des dialyses. En fait, à qui est-ce qu'on va permettre de recevoir la dialyse? À qui est-ce qu'on ne pourra pas permettre de recevoir ce traitement-là? Donc, l'émergence de nouvelles technologies en médecine a généré des nouveaux questionnements et c'est
à ce moment-là qu'on a vu apparaître donc le champ de la bioéthique. La bioéthique, c'est un champ d'études qui est né aux États-Unis et qui a subi un parcours un petit peu différent aux États-Unis en comparativement à l'Europe. La bioéthique peut être définie donc comme un champ d'études systématique, pluraliste et interdisciplinaire. Interdisciplinaire, c'est assez important de le saisir ici, hein, c'est pas réservé seulement qu'aux médecins. Et c'est un champ qui aborde les questions morales, théoriques et pratiques que posent la médecine et les sciences de la vie appliquées aux êtres humains et au rapport de l'humanité à la biosphère. Donc, la bioéthique, c'est pas juste appliqué à la médecine, ça peut en fait avoir toute sa pertinence dans le contexte des changements climatiques et des interactions de l'humain en fait avec son environnement. Une autre définition que je peux vous offrir, c'est celle de Guy Durand. La bioéthique est définie par Guy Durand comme l'ensemble des pratiques et des discours qui ont pour objectif de clarifier ou de résoudre des questions à portée éthique qui sont soulevées par le développement technoscientifique dans le champ de la santé et de la vie humaine. Donc, Guy Durand, lui, voit vraiment la bioéthique comme étant appliquée à la sphère des sciences de la santé, mais il y a autant de définitions de la bioéthique qu'il y a de bioéthiciens. À l'intérieur du grand parapluie de la bioéthique, on a différents champs d'études, notamment l'éthique biomédicale ou clinique, et c'est ce qui va nous intéresser ce midi. Donc, l'éthique clinique s'intéresse aux dilemmes moraux, en fait, qui surviennent dans la pratique du quotidien des soignants. L'éthique clinique va s'intéresser à toutes sortes de questions, notamment les questions de soins de fin de vie, les questions d'éthique de la procréation puis de la reproduction, des questions d'éthique en santé mentale, des questions qui concernent l'autonomie des patients. Bref, l'éthique clinique s'intéresse vraiment aux questions qui émergent du quotidien des soignants. Pour ceux qui font de la recherche, vous êtes probablement familiers avec les protocoles d'éthique de la recherche, qui fait partie de la grande famille de la bioéthique. Et pour ceux qui travaillent plus au niveau de la gestion, vous avez parfois peut-être déjà entendu parler de l'éthique organisationnelle et des politiques de santé. Ça, c'est une forme d'éthique qui s'intéresse à développer, en fait, à identifier quelles sont les valeurs d'une institution, puis comment, à partir de ces valeurs-là, on peut développer des principes directeurs qui vont guider les pratiques dans une institution. Donc, ce midi, ce dont on va parler, c'est l'éthique clinique. L'éthique clinique, donc, c'est le champ de la bioéthique qui s'intéresse à comment faire pour bien faire face à une situation qui est complexe dans le cadre de la prestation de soins. Je pense que la plupart des gens autour de la table virtuelle ce midi sont cliniciens, pratiquent auprès de patients et vous ne serez pas sans savoir que des questions complexes ou des situations qui nous dépassent un peu ou qui nous déroutent, on en vit au quotidien. Et l'éthique clinique, c'est donc une sphère qui s'intéresse à répondre en fait à ces dilemmes-là qui se produisent dans le quotidien des soignants. Quand on vit un dilemme, c'est souvent qu'il y a un conflit de valeurs. Une valeur, c'est quelque chose qui est important pour nous, puis parfois pour un groupe de personnes ou pour notre culture. Puis les valeurs, ça guide nos actions. Puis des fois, on est coincé entre deux valeurs qui fait qu'on ne sait pas trop quoi faire. Je vous donne un exemple. Un patient est aux soins intensifs avec un respirateur artificiel. L'équipe médicale se dit le patient est en mort cérébrale, on n'a plus rien à faire pour lui, on pourrait le débrancher, mais la famille refuse pour différentes raisons qu'on procède au retrait en fait du respirateur artificiel. On se retrouve donc entre un conflit entre les valeurs médicales qui veulent faire le mieux pour le patient, qui veulent appliquer les recommandations des guides de pratique, donc qui font preuve de bienfaisance et de non-malfaisance parce qu'ils ne veulent pas nuire au patient en le gardant indéfiniment sous respirateur artificiel. Donc, on a un conflit ici qui se confronte aux valeurs de la famille qui ont parfois des motifs religieux ou qui vont valoriser en fait le caractère sacré de la vie pour refuser qu'on retire le respirateur. Donc, ça, c'est un bon exemple de conflit de valeurs. Et ce qu'on va faire quand on vit des situations comme ça, c'est qu'on va pouvoir procéder à une démarche éthique qui va permettre de prendre une décision sur quoi faire en fonction de différents paramètres et du contexte spécifique de la situation. La démarche éthique va impliquer qu'on va s'intéresser à l'époque dans laquelle on évolue, parce qu'évidemment, les questions médicales qu'on se pose aujourd'hui ne sont pas les mêmes que celles qu'on se posait à l'époque d'Hippocrate, dans la Grèce antique. Donc, on va tenir compte de l'époque, des différentes perspectives des protagonistes qui sont impliqués dans la situation. On va tenir compte du cadre religieux, du cadre culturel, du cadre légal et de la déontologie professionnelle, bien sûr. Donc, l'éthique va nous permettre une démarche qui va prendre en compte tous ces paramètres-là pour guider notre action. Sans plus attendre, ce que je vous proposerais, ce serait qu'on fasse un exercice ce midi, qu'on mette en pratique, en fait, c'est quoi l'éthique, pour que vous ayez une expérience
c'est ça, qu'on vive quelque chose d'expérientiel ce midi. Donc, je vais vous présenter en fait un cas clinique et par la suite, on reviendra sur les enjeux, sur les aspects plus théoriques en fait de ce qu'est l'éthique. Donc, la présentation du cas clinique de ce midi va probablement beaucoup parler à mes collègues de Fleury parce que c'est vraiment le type de patient qu'on rencontre au quotidien. J'espère que ça ira rejoindre un maximum de personnes autour de la table virtuelle ce midi. Donc, le cas que je vous présente, c'est le cas de Madame Antoine. Vous êtes psychiatre en clinique externe pour les troubles psychotiques chroniques, donc comme moi je fais. Vous rencontrez pour la première fois Madame Antoine, qui est une femme de 51 ans. Elle a un diagnostic de schizophrénie versus un trouble schizoaffectif et elle a aussi un trouble lié à l'usage du cannabis et de stimulants. Un enjeu, c'est que Madame refuse les traitements. Donc, c'est vraiment sur cet aspect-là que je vais vous amener à discuter ce midi, le fait que Madame refuse les traitements. Pour vous en parler plus longuement, Madame Antoine, donc c'est une femme de 51 ans, elle est originaire d'Haïti et elle vit au Canada depuis 2005. Elle a sa citoyenneté canadienne. Madame est séparée depuis 15 ans. Elle vit en HLM avec sa fille de 30 ans qui est atteinte d'une déficience intellectuelle modérée. Madame, elle est prestataire de l'aide sociale, elle a une contrainte sévère à l'emploi, mais elle travaille occasionnellement dans la boutique de vêtements d'une amie. C'est des revenus non déclarés, ça l'aide à arrondir ses fins de mois. Madame fréquente une église chrétienne, mais elle ne socialise pas vraiment avec les gens. Elle dit qu'elle ne s'entend pas très bien avec les gens de sa communauté, donc elle reste plutôt en retrait. Donc, elle a un réseau social qui est assez restreint. Avant de la rencontrer, vous consultez son dossier médical. Puis ce que vous observez, c'est qu'elle a eu ses premiers contacts avec la psychiatrie en 2018. C'est son médecin de famille qui l'avait référée au GASMA pour une évaluation parce que le médecin de famille l'a trouvé un petit peu étrange. À l'évaluation psychiatrique, ce qu'on relève, c'est que Madame présentait effectivement des délires grandioses, des délires religieux. Elle disait qu'elle était envoyée par Dieu pour sauver l'humanité. Elle avait la conviction profonde d'être une prophète et elle manifestait le désir de répandre la bonne nouvelle. Elle disait que Dieu pouvait lui envoyer des signes qui lui communiquent d'être une bonne chrétienne. Par exemple, des fois, elle se promenait dehors puis elle voyait des beaux rayons de soleil puis elle se disait, bon, ça, c'est un signe de Dieu qui me dit d'être une bonne chrétienne. Ou au printemps, elle voit les petites fleurs qui sortent dans les parcs puis pour elle, ça aussi, c'était un signe de Dieu qu'il fallait qu'elle soit une bonne chrétienne. Dieu lui a jamais demandé de faire du mal à quelqu'un ou de se faire mal à elle. Le psychiatre, à ce moment-là, avait retenu un diagnostic de schizophrénie avec de possibles symptômes affectifs qui étaient à surveiller parce qu'il trouvait que Madame, quand même, était grandiose, de se dire prophète. En parallèle de tout ça, en 2018, Madame consommait régulièrement du cannabis. Elle prenait parfois les comprimés de psychostimulants de sa fille pour se calmer. Elle disait que ces substances-là lui permettaient d'être zen puis d'être en communication avec Dieu. Puis, elle refusait, en fait, tout traitement antipsychotique. À ce moment-là, Madame a refusé le suivi, donc le dossier en psychiatrie a été fermé. En 2020, donc 2 ans plus tard, le médecin de famille, toujours inquiet des propos étranges de Madame, a demandé une prise en charge par un travailleur social en première ligne pour faire une évaluation plus approfondie des besoins de la patiente. Ce que l'évaluation a révélé, c'est que le logement de Madame était propre, qu'elle était autonome aux AVD et aux AVQ, qu'elle avait une relation avec sa fille qui était harmonieuse, puis Madame refusait le suivi psychosocial, donc à nouveau, le dossier a été fermé. Ce qui fait qu'elle se ramasse dans votre bureau aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une évaluation à Pinel en 2021 à la suite d'accusations de voies de fait armées, de menaces et d'entraves au travail des policiers. Un jour, un beau dimanche, à l'église, Madame a lancé une chaussure sur son pasteur parce qu'il refusait de reconnaître son statut de prophète. Madame s'est mise en colère. Elle a suivi son pasteur jusqu'à la voiture pour lui communiquer qu'elle allait le tuer s'il continuait de nier son caractère exceptionnel. Le pasteur, évidemment, a eu peur, a contacté le 911 et à l'arrivée des policiers, Madame a refusé de s'identifier, ce qui fait qu'elle a donc eu des accusations de voies de fait armées, de menaces et d'entraves au travail des policiers. Madame a été reconnue non criminellement responsable à ce moment-là en raison d'une psychose et c'est pourquoi elle a atterri dans votre bureau aujourd'hui pour avoir un suivi, en fait, en raison du TAC. Par ailleurs, c'est une dame qui n'a jamais été hospitalisée, qui n'a jamais fait de tentative de suicide, jamais fait d'automutilation. Au niveau médical, une hypertension artérielle non traitée, mais rien de dramatique. Puis au niveau judiciaire, c'est une dame quand même qui avait déjà vendu du cannabis, fait des vols à l'étalage, puis actuellement, elle conduit sans permis de conduire. Au niveau des habitudes de vie, Madame continue de consommer du cannabis,
Puis, elle utilise les psychostimulants de sa fille à l'occasion, mais ce qu'elle dit, c'est que sa fille, elle accepte, en fait, de lui donner ses comprimés. Là. Donc, ce serait consensuel. Puis, madame refuse de consulter en centre de réadaptation en dépendance. Elle ne veut pas changer ses habitudes. Madame en rencontre avec vous, elle vous parle de ses dons, de sa communication avec Dieu, du fait qu'elle est un prophète. C'est une dame qui est de bonne humeur. Elle dit qu'elle est déçue de sa condition humaine. Elle trouve ça difficile parce que jamais personne qui la croit qu'elle est un prophète, mais elle n'a pas d'idée suicidaire, elle n'est pas irritable. Puis depuis les accusations, Madame n'a pas eu de comportement violent, elle n'a pas eu de problème avec la justice, puis elle ne veut plus jamais en avoir. Quand vous la questionnez sur les accusations qu'elle a eues et pour lesquelles elle est sous TAC, elle vous répond que le pasteur il a toujours été assez énervant puis qu'il a bien mérité d'avoir reçu une chaussure en plein visage. Elle évite toutefois les contacts avec lui puis elle ne veut plus lui parler. Elle comprend qu'elle lui a fait peur puis elle ne veut plus que ça recommence. Madame n'a aucune autocritique par rapport à sa maladie puis elle refuse les traitements. En cours de suivi, Madame vient à ses rendez-vous, mais elle a dit que c'est juste parce qu'elle est sous condition de la cour. Si la cour devait la libérer, elle ne viendrait plus. Elle a un délire qui demeure actif à chaque rendez-vous. Quand vous parlez à sa fille, qui, on se rappelle, a une déficience intellectuelle, elle vous dit qu'elle trouve sa mère comme d'habitude, puis elle vous explique que c'est vrai, qu'elle donne ses comprimés volontiers là, de psychostimulants à sa mère parce que ça rend sa mère heureuse. Mais il n'y a pas de menace, elle ne se sent pas contrainte de faire ça. Puis, une évaluation d'ergothérapie révèle qu'effectivement, madame est assez fonctionnelle aux AVD et aux AVQ. Donc, j'aimerais avoir en fait vos impressions de cette histoire-là. Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que vous avez déjà rencontré des patients dans cette situation-là? Tu sais, des gens qui avaient des symptômes psychotiques, mais qui n'étaient pas non plus désorganisés, qui se retrouvent sous TAC. Qu'est-ce que ça vous évoque? Puis quels seraient les enjeux, en fait, dans cette situation-là? Effectivement, quel est le bien, au fond? C'est pas évident, effectivement. Cette patiente-là est malade? Vous trouvez qu'elle est malade? Mais par exemple, des fois, il y a des gens qui sont dans la société, qui croient toutes sortes de choses. Hein. Il y a tout un regroupement de personnes qui pensent qu'ils sont capturés par les extraterrestres périodiquement, qui font même des forums de discussion, qui ont même des groupes de soutien. Et pourtant, ces gens-là, a priori, ne sont pas traités par la psychiatrie. Qu'est-ce qui fait que cette femme-là, spécifiquement, serait malade, considérée malade? C'est une question intéressante parce que vous soulignez effectivement que ce qui se passe dans l'actualité ou ce qui se passe dans notre contexte peut certainement avoir un impact sur les réflexes cliniques qu'on a. Effectivement, puis ce que vous remettez en question, au fond, c'est la notion d'autonomie. Est-ce qu'un patient, jusqu'où on peut aller pour contraindre une personne à recevoir des soins? Puis c'est quoi, ça revient un peu à ce que Dr. Claude disait aussi, c'est quoi le meilleur intérêt de la personne dans tout ça, effectivement. Ce que vous amenez, c'est la notion de non-malfaisance. On ne voudrait pas forcer un traitement sur cette dame-là qui, ultimement, lui apporterait peut-être pas de bénéfices ou peut-être même des effets délétères comme des effets secondaires, effectivement. Ouais. Ouais. Fait que ça serait peut-être un frein pour vous à aller vers une ordonnance de traitement pour cette dame-là. À mettre dans la balance, effectivement. Oui. Merci. Puis moi, ça me fait me questionner un peu sur le rôle qu'on attribue à la psychiatrie. Est-ce qu'on gère toujours du psychiatrique ou est-ce que c'est vraiment à nous? Parce que cette dame-là, en fait, si elle n'avait pas lancé ses chaussures, elle serait probablement pas dans le système, en fait. C'est ça qui fait qu'elle est chez nous. Donc, qu'est-ce qui est du psychiatrique? Qu'est-ce qui relève vraiment de notre rôle comme médecin? Des fois, est-ce qu'il y aurait la possibilité que la psychiatrie soit un peu... bon, pour utiliser des termes plus radicaux, est-ce que ça se peut que la psychiatrie soit instrumentalisée, en fait, à certains moments pour servir le politique ou pour appliquer certaines lois? Tout à fait. Donc, ça peut être comme un soutien au jugement clinique à ce moment-là. Merci.
Tu fais référence à l'expérience du clinicien ou au contact qu'on a au long cours avec un patient? Puis au fond de notre perception de c'est quoi le bien-être pour cette personne-là. Souligner que la patiente semblait quand même souffrante, hein, de se sentir un peu ostracisée par tout le monde, mais en même temps, je suis convaincue que si on demandait à la madame, au fond, est-ce qu'elle est heureuse quand elle est chez elle avec sa fille, bien tranquille, à penser qu'elle est une prophète, probablement qu'elle répondrait oui. Ce qu'elle nous a dit, au fond, c'est que, premièrement, ben, il y a la question des enjeux culturels. Est-ce que, dans le fond, les croyances de cette patiente-là pourraient être expliquées par sa religion ou par son contexte culturel? Ce qu'on a l'impression dans la vignette, c'est que ça dépasse un peu le cadre de ce qui est attendu pour les personnes d'origine haïtienne, de religion chrétienne. Il dit aussi que oui, les personnes peuvent parfois revendiquer leur droit à être malades, mais en même temps, sont-elles vraiment aptes à faire le choix de rester malades ou non quand elles n'ont pas fait l'expérience de la vie avec les médicaments et peut-être une modification dans leur perception, une atténuation de leur délire. Donc, est-ce qu'on peut vraiment dire que cette femme-là est heureuse dans son contexte comme elle n'a jamais connu autre chose? Puis est-ce qu'elle est vraiment apte à faire ce choix-là? C'est une réflexion super pertinente. Merci beaucoup. Merci effectivement de penser à des alternatives. En fait, hein, il n'y a pas juste la médication. Effectivement, comment tisser une alliance avec cette patiente-là. Puis merci aussi d'être revenu sur la nature du geste, hein, d'avoir lancé des chaussures, et aussi proféré des menaces de mort, mais quand même, c'est pas une dame qui se promène avec des armes ou un couteau. Et effectivement, que dans un autre cadre, ça aurait pu être perçu, ce geste-là aurait pu être interprété de façon complètement différente. Et aussi, si cette dame n'avait pas eu la particularité d'avoir des croyances religieuses très fortes, probablement des délires, probablement qu'elle ne se serait jamais ramassée en psychiatrie. Il y a probablement bien des gens qui lancent des chaussures au quotidien au Québec et qui ne se retrouvent pas dans le bureau d'un psychiatre. Il n'y a pas de souci. En fait, merci pour le partage. Puis effectivement, Patrick Lagacé qui a périodiquement parlé de santé mentale dans ses articles au cours des dernières années. Effectivement, qu'on soit d'accord ou non, certainement qu'il amène des réflexions intéressantes. Puis moi, personnellement, j'ai lu en fait cet article-là. Puis c'est sûr que je pense que Patrick Lagacé s'est fait le défenseur beaucoup des familles aussi, des proches, des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Puis face aux malheureux événements qui surviennent en fait trop souvent dans les derniers mois. Je pense qu'on a des questions à se poser sur notre relation entre le psychiatrique et le judiciaire, puis aussi c'est quoi les attentes de la société par rapport à la psychiatrie, parce que je pense que des fois les attentes sont très élevées, des fois les gens connaissent pas vraiment les services qu'on peut offrir. Donc je pense que ça va être l'opportunité. J'espère que ce sera l'opportunité en fait d'entamer un dialogue sociétal sur le sujet et pas juste dans le cadre de mardi scientifique au pape. Il reste environ 15 minutes, en fait, à notre mardi scientifique. J'aimerais en profiter pour passer, en fait, à la partie plus théorique de la présentation. J'espère ne pas vous endormir après ces beaux échanges. Je vous remercie effectivement pour la participation. C'est vraiment super apprécié. Mais ce que j'aimerais, c'est peut-être recadrer, en fait, les éléments qu'on a discutés dans différentes théories éthiques classiques, puis vous montrer un peu si vous deviez soumettre ce cas-là à un comité d'éthique clinique, comme on a dans notre SUS, qu'est-ce qu'il ferait avec la question et comment il la traiterait. À la fin de la présentation, malheureusement, je ne vous quitterai pas en vous donnant une réponse sur quoi faire pour cette patiente-là. Je vais probablement vous quitter avec plus de questions que de réponses, mais ça vous aura en fait familiarisé avec la démarche en éthique. Puis peut-être que vous pourrez continuer vos réflexions avec vos collègues à la machine à café cet après-midi. Quand on est face, en fait, à un cas qui génère des dilemmes, des malaises, parfois, c'est difficile de savoir quelle serait l'action à prendre. C'est là même tout le cœur de l'éthique. Et pour nous aider dans nos réflexions, on a en fait des théories éthiques classiques qui peuvent nous aider à savoir quoi prioriser dans une situation. Une des premières... Oh, là, je m'excuse, les vidéos cachent un peu mon écran. Voilà. Donc, une des premières théories classiques que je voulais aborder avec vous ce midi, c'est l'éthique de la vertu. L'éthique de la vertu, c'est pas jeune hein, comme théorie, ça remonte au temps d'Aristote, à la Grèce antique. Et ce que l'éthique de la vertu veut, c'est que
dans notre réflexion, l'emphase soit mise sur l'agent, donc sur la personne qui doit poser l'action. Pour les éthiciens de la vertu, l'action morale, c'est l'action qui est posée par un agent, donc une personne qui est morale. Cette personne-là est définie comme quelqu'un de vertueux, c'est-à-dire quelqu'un qui possède des habiletés ou des compétences qui ont été cultivées par l'expérience au fil de sa vie. Dans le fond, en médecine, dans le fond, selon l'éthique de la vertu, l'action morale serait posée par un bon docteur. C'est pourquoi je vous ai mis l'image de l'émission de Good Doctor. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette série-là, mais c'est une série dans laquelle un jeune autiste se retrouve résident en médecine et apparemment que c'est le meilleur de sa classe parce qu'il a plein de connaissances et que c'est lui qui réussit à résoudre toutes les situations. Donc, le bon docteur pour l'éthique de la vertu pose des bonnes actions. Après ça, ben, c'est quoi un bon docteur? C'est assez difficile à déterminer. Pour certains, vous pourrez me dire un bon docteur, c'est quelqu'un qui a des bonnes connaissances scientifiques ou c'est quelqu'un qui a le souci d'être empathique envers ses patients, mais on pourra se dire que tout est relatif. Dans la situation de Mme Antoine, pour savoir quoi faire, il faudrait se mettre dans la peau d'un bon psychiatre. Fait que là, qu'est-ce qu'un bon psychiatre ferait dans le cas de Mme Antoine? Bien, peut-être qu'un bon psychiatre qui aurait la vertu de la bienfaisance, donc la vertu de bien traiter ses patients, souhaiterait en fait obtenir une ordonnance de traitement pour octroyer des soins à cette patiente-là. Par contre, d'autres personnes pourraient argumenter qu'un bon psychiatre, dans le cas de Mme Antoine, ce serait plutôt quelqu'un qui aurait la vertu de favoriser l'autonomie de ses patients. Et donc, on déciderait plutôt de ne pas procéder à une ordonnance de traitement parce qu'on considérait que Madame peut rester, en fait, malade avec ses symptômes. Donc, un problème avec l'éthique de la vertu, c'est que tout est relatif et comme dépendamment de ce qu'on identifie comme étant vertueux, à peu près toutes les actions sont possibles face à un dilemme éthique. Une autre, en fait, grande théorie classique, c'est la déontologie. Peut-être que ça peut vous allumer des petites lumières, ça va vous rappeler, en fait, vos cours de philosophie au cégep. La déontologie, en fait, c'est un champ de la philosophie qui est basé sur les réflexions d'Emmanuel Kant. Donc, je vous présente ici à l'écran Emmanuel Kant. Pour la déontologie, l'emphase n'est pas mise sur la personne, en fait, qui pose l'action, mais plutôt sur l'action en elle-même. La déontologie, ça nous amène à poser en fait une action qui est morale. Puis l'action morale, elle est définie comme étant une action. Donc, l'action qu'on va poser doit répondre à ce qu'on appelle l'impératif catégorique. Donc, on doit agir de façon qui serait souhaitable universellement. Donc, dans le cas de Madame Antoine, on pourrait dire, par exemple, que le fait de forcer, en étant médecin, forcer quelqu'un à recevoir des soins, c'est pas quelque chose qu'on pourrait souhaiter universellement dans le quotidien des médecins. Si tous les médecins devaient forcer tout le monde à recevoir des soins dans toutes les situations possibles et imaginables, je pense que personne n'irait chez son médecin parce que tout le monde aurait peur, en fait, de subir des traitements contre son gré. Donc, selon la déontologie, on pourrait déterminer que de traiter quelqu'un contre son gré, ça ne serait pas, en fait, une action morale parce que ça ne serait pas quelque chose qu'on souhaiterait universaliser et généraliser à toutes les situations. Là encore, on pourrait aussi, en fait, utiliser la déontologie pour présenter l'argument inverse et dire, mais dans toutes les situations, les médecins doivent agir pour favoriser le meilleur intérêt du patient. Donc, ça deviendrait moral, en fait, de procéder à une ordonnance de traitement pour Mme Antoine. Et finalement, une autre théorie classique que je vais vous présenter ce midi, c'est le conséquentialisme. Pour le conséquentialisme, en fait, l'emphase de la réflexion est mise sur les conséquences de chaque action. L'action morale, pour les philosophes conséquentialistes, c'est l'action qui va maximiser le bien pour le plus de gens possible. Dans le cas de Mme Antoine, par exemple, si on devait la forcer à prendre un traitement, Madame serait perdante dans la situation, mais ça permettrait probablement de faire le plus grand bien pour le plus de personnes possible. Sa sœur aurait une maman qui serait moins psychotique et la société serait protégée d'une possible dangerosité. Donc, ça, c'est l'approche conséquentialiste. Qu'est-ce qu'on retient des théories éthiques classiques? Bien, c'est qu'on a un petit peu un problème parce que avec ces théories-là, tout le monde peut un peu utiliser la théorie qu'il veut, puis lui faire dire un peu ce qu'il veut. Donc, ça fait que quand on est face à un dilemme éthique, oui, ces théories-là peuvent alimenter nos réflexions, peuvent nous aider à prendre différentes perspectives, mais malheureusement, c'est très difficile de baser, en fait, notre argumentaire sur
une seule de ces théories-là, parce que, comme vous l'avez bien expliqué, les situations de soins sont excessivement complexes. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a souvent plusieurs protagonistes impliqués. On évolue dans un cadre légal, dans un cadre culturel qui est particulier. Donc, on ne peut pas se baser simplement sur des théories philosophiques pour produire un argumentaire qui est solide puis décider de l'action à prendre. Toutefois, ces théories-là sont intéressantes à se remémorer une fois de temps en temps pour un peu appuyer nos arguments puis aider à pousser notre réflexion. Dans ce contexte-là, vu la limite des théories classiques, dans les années 70, il y a Beauchamp et Childress, qui sont deux Américains qui ont développé l'approche principiste ou le principisme. C'est probablement des grands principes, en fait, que vous avez déjà vus là, dans vos études médicales, puis dont on entend quand même assez souvent parler dans la pratique au quotidien. Beauchamp et Childress, ce qu'ils ont déterminé, c'est qu'il y avait 4 principes. Il y a 4 principes qu'on retrouve dans à peu près toutes les situations dans les soins de santé, puis qu'au fond, quand on est face à un dilemme, on peut essayer de déterminer quelle valeur est la plus importante dans la situation qu'on vit, puis de pondérer les différentes valeurs en tension. Donc, on peut pondérer, en fait, les différents principes, puis sélectionner l'action à prendre, en fait, en fonction de ça. Je vous donne un exemple parce que je pense que ce que je viens de dire n'est pas très clair. Dans le cas de Madame Antoine, on est dans une situation où on veut, en fait, on est confronté à l'autonomie de Madame qui dit « moi, je veux pas de soins », puis on est confronté, nous, comme médecins, à notre bienfaisance, à vouloir donc lui offrir des soins appropriés, et aussi à la non-malfaisance, parce qu'on veut pas lui offrir un traitement qui serait délétère pour elle. On pourrait décider, après une discussion, tous ensemble, qu'au fond, ce qui prime, ce qui est plus important pour nous comme équipe, comme SUS, c'est l'autonomie. Donc, ça fait en sorte qu'on déciderait de ne pas aller vers une ordonnance de traitement. Par contre, dans une autre situation complètement ou avec une autre équipe, on pourrait décider que pour nous, ce qui est plus important, c'est la bienfaisance et qu'on déciderait collectivement d'aller, en fait, vers une ordonnance de traitement. Donc, on se retrouve avec le principisme un peu avec le même problème où on peut faire dire à peu près n'importe quoi à nos grands principes. Ce qui fait qu'en éthique, on a développé des outils réflexifs, vu que les approches plus théoriques, en fait, ont une limite. Et ces outils réflexifs-là, c'est des grilles d'analyse. Des grilles d'analyse, il y en a des centaines qui sont décrites dans la littérature. Au Québec, on utilise beaucoup la grille de Doucet, qui est une grille, en fait, qui permet de... Si vous avez déjà travaillé avec le comité d'éthique du Sud-du-Nord, c'est beaucoup comme ça qu'ils procèdent. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils face à un dilemme, ils vont sélectionner 3 scénarios d'action possibles, puis ils vont évaluer les avantages et les inconvénients de chacun des scénarios, quelles sont les valeurs qui sont en jeu dans chacun des scénarios d'action possibles, puis avec les équipes traitantes, ils vont déterminer quelle est l'action la plus optimale à poser. À l'Université de Montréal, pour ceux qui ont fait la résidence ici, vous avez peut-être déjà vu là, le triangle qui est à droite, là, le triangle je-tu-il, qui est l'approche en 3 temps qui a été élaborée par des éthiciens québécois. Dans cette approche-là, en fait, le je, c'est nous, le médecin, avec nos connaissances, nos expériences, nos valeurs. Le il, le tu, c'est le patient et ses proches. Et le il, c'est tout le contexte, en fait, qui englobe le patient. Puis, on prend ces 3 perspectives-là. On dégage les valeurs qui sont associées à chacun des protagonistes, puis on prend en fait notre décision en fonction du contexte qu'on a évalué. Je voulais dire quelques mots sur les théories critiques. En gros, ce que je voulais apporter en parlant des théories critiques, c'est que l'éthique clinique, en fait, est profondément ancrée dans la philosophie. Mais comme je vous l'ai dit, la réflexion philosophique a quand même une limite dans ce qu'on peut amener dans le concret et le réel de la pratique. Même avec des grilles, ça peut rester difficile, en fait, de savoir quelle est la meilleure action à poser. Et on a la chance de vivre à une époque moderne où, en fait, on commence à s'intéresser à des réalités puis à des voies qu'on avait peut-être mises de côté depuis longtemps, en fait, dans la littérature philosophique. Donc, pour ceux que ça intéresse, il y a de plus en plus de théories féministes qui portent aussi sur l'éthique du care, en fait, qui parlent du rôle, en fait, de soignants, de la responsabilité qu'on a envers les vulnérables, de la responsabilité qu'on a envers les personnes marginalisées. Il y a de la littérature sur la disability ou la littérature du handicap, en fait, qui expose que le handicap, en fait, est profondément un problème social et redonne une voix, en fait, aux gens marginalisés parce qu'ils n'ont pas nécessairement toutes les
qui correspondent pas nécessairement à la norme capacitiste, en fait, qui est véhiculée par la société. Les études queer, les études MAD, les études de CRIP aussi, qui sont très, très intéressantes là, à consulter. Et je voulais en fait vous dire quelques mots sur Thomas Saz, qui est un psychiatre en fait et homme de lettres américain qui a commencé à écrire dans les années 50. En fait, si vous voulez vous familiariser avec sa littérature qui est assez radicale et qui nous change énormément là, de la philosophie classique, là, pour Saz, en fait, la maladie mentale était un mythe et les personnes malades mentales étaient 100% responsables. Lui, il était contre ça, la non-responsabilité criminelle. Il était même contre la prévention du suicide parce qu'il estimait que même les personnes avec des problèmes de santé mentale demeuraient autonomes et aptes. Donc, l'apport de littérature comme ça ou de théorie critique, c'est d'amener nos réflexions beaucoup plus loin puis d'essayer de nous faire penser en dehors de la boîte. Donc, l'éthique clinique, si on revient à nos moutons pour ce midi, c'est un champ, en fait, de la philosophie qui s'intéresse aux dilemmes moraux qui surviennent dans le cadre, en fait, de la prestation de soins dans le quotidien des soignants. C'est basé, donc, sur des théories philosophiques classiques. Il y a des grilles d'analyse, mais on commence de plus en plus aussi à intégrer, en fait, des perspectives critiques pour aller chercher un maximum de points de vue dans nos réflexions. L'éthique clinique veut nous amener à penser en dehors de la boîte. Ça veut nous inviter à tenir compte des différentes perspectives face à une situation clinique qui est complexe. Ça nous amène à questionner nos valeurs en tant que soignants et à repenser le prendre soin. Et ça nous propose des théories et des outils de réflexion afin de structurer notre démarche. Donc, pour aujourd'hui, je n'aurai malheureusement pas de réponses à vous offrir par rapport au cas de Madame Antoine. Je pense qu'il y a autant de réponses possibles et d'actions possibles qu'il y a cliniciens autour de la table ce midi. Mais j'espère avoir attiré votre attention sur l'éthique clinique. Puis, je vais être disponible pour répondre à vos questions. Merci pour le rappel. En fait, effectivement, l'éthicienne de notre CIUS s'appelle Valérie Badreau. Je vais mettre son adresse courriel, en fait, dans le chat. C'est quelqu'un qui est disponible, en fait, pour recevoir vos demandes de consultation, en fait, pour le comité d'éthique. Puis, effectivement, dans sa démarche, comme je l'ai dit, l'éthique, quand ça veut évaluer la multiplicité des points de vue, là, donc, elle va rencontrer les cliniciens, elle va rencontrer l'équipe, les familles, le patient. Donc, c'est vraiment une démarche là, qui est très, très globale, là. Donc, merci pour le rappel. Puis, effectivement, Dr. Crépeau-Gendron, quand on est aux prises avec des situations éthiquement complexes, en fait, c'est démontrer que la détresse morale des soignants est directement corrélée au burn-out chez les soignants. Donc, c'est vrai que quand on vit des situations complexes, des situations dans lesquelles on ne se sent pas bien, dans lesquelles on ne sait pas quoi faire, ça peut se déposer en nous et avoir un impact sur notre bien-être au travail. Donc, effectivement, le comité d'éthique est là pour soutenir les soignants au-delà, en fait, des situations cliniques complexes, simplement pour être une oreille attentive. Là, le comité d'éthique, c'est aussi ça leur rôle. Donc, merci de l'avoir rappelé. Non, je vais souhaiter en fait un bon mardi à tous. Je vous remercie pour votre participation. Merci beaucoup, Dr. Tardy. Merci.